et ce qui m'a permis d'avoir un contact particulier donc, avec les élèves, parce qu'en tant que surveillant, le rapport par exemple à l'autorité est quand même bien particulier, puisque le surveillant lui ne donne absolument aucun cours, il n'y a pas un retour de notes en fait, et donc là l'autorité on l'a à l'état brut en fait, alors que pour l'enseignant quand même c'est totalement différent. L'enseignant il y a toujours un rapport, note, évaluation, il y a un retour. Alors, quand on n'a pas les notes comme outil de pression, on fait comment? Quand on n'a pas les notes, bien, on se débrouille. On essaie de. Quand on n'a pas de notes en retour, en termes de négociation entre guillemets, mais on essaie d'être le plus proche des élèves et on essaie de faire comprendre que la vie en société, elle a des règles et qu'en fait, en termes d'autorité, on s'aperçoit que si on arrive à leur faire comprendre que les règles en société passent par une certaine autorité, mais que cette autorité, en fait, elle rejaillit sur, comment dirais-je, sur leurs problèmes à eux. C'est-à-dire que plus il y a d'autorité et plus on arrive à vivre ensemble, c'est leur liberté aussi qui est en jeu. Faut les convaincre. Faut les convaincre. Voilà. Faut les convaincre, et pour les convaincre, il faut être crédible. Ça, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Alors, être crédible. Comme surveillant, vous étiez crédible comment? Alors, crédible, en faisant quoi? Quand je dis quelque chose, je le fais. Ça, c'est très important, même comme enseignant. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Ça veut dire que parfois on ne le fait pas? C'est pas toujours évident. C'est-à-dire que le problème dans l'enseignement et dans tout métier de communication, on parle beaucoup et très souvent, on s'engage, la parole est vite distillée. Je pense que c'est pas la menace, c'est pas le bon biais, je dirais, la bonne approche. Je pense que d'abord, alors moi je parle plus en tant qu'éducateur comme je l'ai été, mais en tant qu'enseignant. Je pense que même si on retrouve les problèmes d'éducateur, d'abord il faut être solide sur ses bases. C'est-à-dire solide sur ses bases en tant qu'enseignant, il faut maîtriser sa matière et maîtriser sa pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut que l'élève sente qu'en face, voilà, j'ai une autorité, il m'empêche de faire ce que je veux faire, mais en même temps, il y a une continuité dans une stature, il y a une continuité. C'est votre savoir qui vous donne de l'autorité? En partie. En tant qu'enseignant? Oui, en tant qu'enseignant, oui. Mon savoir, je ne dirais pas comme ça. C'est pas mon savoir qui me donne l'autorité. C'est la façon dont je le distille, ce savoir. Donc je le partage. S'ils sentent qu'il y a partage, il n'y a pas de problème. Partager? Non, vous leur transmettez le savoir. Moi, je dis que je le partage. Alors, expliquez-nous. Moi, je dis partage parce que, oui, je suis détenteur d'un savoir, c'est vrai, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le partager, ce savoir. Il faut essayer de leur faire comprendre que ils sont gagnants, quoi. Ils sont gagnants de cette autorité parce que cette autorité leur permet de parler, leur permet donc en classe d'avoir une liberté en classe. Moi, mon autorité, elle n'est pas là, c'est pas une autorité qui est là pour contraindre. L'autorité, elle est faite pour que tous mes élèves puissent s'exprimer, n'aient pas peur en cours, puissent s'exprimer, ne soient pas moqués. L'autorité, ça sert à pas avoir. Une classe, c'est complexe, hein, une classe. Socialement parlant et relationnellement parlant, c'est très 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 complexe. C'est la loi de la jungle. Ça peut être la loi de la jungle, et puis il y a tout un tas de réseaux invisibles, de liens entre élèves, et si on ne perçoit pas que certains élèves ne prennent pas la parole parce que y a des grosses têtes dans la classe, ou parce qu'il y a des gens qui ont un peu plus de personnalité, etc. Donc mon autorité à moi, elle ne peut être bien vécue que si l'ensemble des élèves s'y retrouvent dans cette autorité. Alors ils s'y retrouvent comment? Encore une fois, pas de peur, la parole libérée, la justice, ça aussi, être juste, c'est pas évident, hein, mais essayer de... Moi je trouve que plutôt le prof a un rôle d'arbitre. Il est là en fait, il est passeur, oui, mais en fait... moi, je trouve que c'est ce rôle d'arbitre et ce rôle, justement, où... Après, il y a des temps d'apaisement, hein, mais il faut quand même qu'il y ait une dynamique. Il faut qu'il y ait une dynamique. Par contre, et je reviens sur l'autorité,
il faut toujours, ils sont toujours à la limite, je supporte pas, en fait, je supporte pas. Oui, je ne supporte pas qu'un élève se couche sur la table. Alors il faut toujours leur dire tiens-toi correctement, les pieds sur la chaise, non. Mais pourquoi? Les bâillements. Pourquoi? Quel est le problème? Alors quel est le problème? C'est que nous sommes en communauté. Et Et alors, que, on peut pas se coucher en communauté. il y a toujours des gens qui. Il faut avoir un minimum de vivre ensemble. Si on n'a pas ce minimum, Voilà. ce dénominateur commun pour vivre ensemble, alors quelqu'un qui baille, bon, ça pourrait être dans un cadre privé. Je leur dis souvent, c'est ma formule, tu n'es pas chez Bibi. Donc pour vous, c'est des règles de vivre ensemble. Ce sont des règles de vivre ensemble. Mais pourquoi on ne peut pas se coucher sur la table? Parce qu'une table, pour moi, c'est fait pour travailler ou pour manger. Je leur dis aussi. Vous leur expliquez. Je leur explique. C'est une table, on travaille. Alors, je vais très loin. Je leur dis, pour ceux qui ont de l'imagination, vous pouvez voir autre chose si vous voulez. Mais une table, pour moi, c'est le travail et c'est la nourriture. Donc, voilà, quoi. Il faut venir en fourre. Quand je vois des élèves dans le couloir assis à 8h du matin à Vachy, je les fais lever. D'ailleurs, c'est le règlement. Mais je les fais lever automatiquement. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas négociables. J'ai compris, la table, la correction, le savoir-vivre, tout simplement, c'est pas négociable. D'accord. C'est-à-dire, on parle correctement. Et le travail? Et alors, là, c'est une autre chose. Parce que c'est aussi un des enjeux, j'imagine. Oui. Ouais. Ça, c'est une autre histoire, le travail. Bon. Alors après, pour le travail à la maison, ça, c'est... Alors, il y a deux situations quand même différentes. J'ai des premières, des terminales, et là, en toute honnêteté, moi, je leur donne un travail à faire. S'ils ne le font pas, c'est leur problème. Je ne suis pas du tout... voilà, ça, c'est leur problème, c'est leur, comment dirais-je, leur investissement, c'est leur responsabilité. Je ne suis pas là pour moi, pour un adolescent de 17-18 ans, je ne suis pas là pour... C'est pas comme la table. Ah non, du tout. Ça, c'est leur responsabilité. Donc il n'y a pas de sanction, il n'y a rien Non. Je pense qu'il y a une question d'autonomie et on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas les supplier, on ne peut pas les punir à 18 ans parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Maintenant, ça, c'est pas possible. On ne peut pas les punir pour leur travail. Non. Et moi, je le vois. Par contre, vous pourriez les punir pour leur attitude et leur savoir-vivre. Oui. Parce que ça, c'est quand même, ça fait partie, me semble-t-il, de l'enseignement. Donc moi, ce que j'ai vraiment amené assez rapidement, je me suis aperçu que c'était contraignant et que là où il y avait contrainte, à un moment donné, il n'y a plus de plaisir. Et moi, je leur dis, par contre, même les quatrièmes, même en lycée, il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir dans l'enseignant, il faut qu'ils aient du plaisir. Donc, Et si mon plaisir, c'est de me coucher sur la table? Je leur explique qu'ils peuvent le faire dans un endroit privé. Ailleurs. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir, mais je leur dis, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je m'allonge au soleil, je m'allonge dans des endroits incroyables, il n'y a pas de souci. Bon. Mais dans ce cadre-là, ça ne va pas être possible, encore une fois, parce que ce n'est pas le lieu pour. Il faut que. Voilà, c'est un lieu. Pour moi, la salle de classe, elle est. Je ne dirais pas, c'est un petit temple. C'est un temple où. Alors, très souvent, je le dis sous la forme de. Ça les fait sourire, mais ici, on vient chercher de la connaissance, on vient chercher surtout, on va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble. Alors par contre, moi je suis très, comment dirais-je, j'aime faire les choses, je leur dis, on va faire les choses ensemble. Il n'y a pas le prof d'un côté, l'élève de l'autre. On avance ensemble. Si on n'avance pas ensemble, c'est pas possible. Alors, je pense que, moi, mon expérience de surveillant éducateur, ça a été une expérience extraordinaire parce que d'abord, il y a la masse de gens que vous avez. Vous n'avez pas 30 élèves, vous en avez parfois 60, 90 dans une étude. Il faut s'imposer, quoi. Il faut quand même être là et voilà. Il y a un côté physique, il y a un côté. Physique? Oui, physique. Alors, qu'est-ce qu'il dit le marathonien sur ce côté physique? Le côté physique, c'est. Je ne reste pas sur ma chaire, là, je ne reste pas à mon bureau, et je descends dans l'arène. C'est-à-dire vous avez déjà commencé votre entraînement, là. Ouais. Ça. Et je descends dans l'arène, et voilà, le côté physique, ça veut dire tout simplement prêt, et montrer qu'on n'a pas peur de ce contact physique quand même, qu'on n'a pas peur, on ne reste pas au bureau, on descend dans l'arène quand même. On rentre, on passe dans les rangs, on va voir les élèves et on leur parle. Il y a ce côté, on les regarde dans les yeux. C'est-à-dire, voilà, même. On ne se contente pas de rester en haut. Un peu rugby, non?
pas forcément rugby, c'est plutôt d'être humain à être humain, je dirais. Alors, c'est ce côté, je viens te voir, je te regarde dans les yeux et je te dis qu'il faut arrêter. Parce que voilà, quoi, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc j'affronte. Ah oui, il y a vous toujours contacte. affrontement. Ah oui. L'affrontement est inévitable. Inévitable. Ah oui, il y a Donc, toujours, dans il y a cette- toujours affrontement. Hein, quand Dans même. cette idée de proximité, il y a l'affrontement, Toujours. et puis, Alors l'affrontement, c'est à nous adultes de faire en sorte que d'abord il ne dégénère pas. Ça c'est pas toujours évident. Et je l'avoue, mais en tant que surveillant, éducateur ou même jeune prof, j'ai pas toujours géré, je n'ai pas toujours su gérer des situations. Hein. Ça, en allant trop loin dans l'affrontement. trop loin dans l'affrontement, tout à fait. Parce En qu'ils vous y provoquant, du poussent, coup. parce qu'ils vous y poussent et que ils ont l'art de voir où vous allez tomber. Et donc, quand vous n'avez pas ce recul d'éducateur ou même d'enseignant, eh bien, vous y allez tout droit. Il y a une sorte d'engrenage. Engrenage et alors là, mais ça, je l'avais appris avec en tant que surveillant, jamais affronter en public. L'affrontement, jamais en public, on est toujours perdant. Donc, on calme. Si l'élève est trop perturbateur, etc., enfin, il faut le faire sortir. Mais l'affrontement en public, l'enseignant est toujours perdant. Pas de spectateur. C'est mortel pour l'enseignant. C'est mortel. C'est un piège, mais ça, il faut absolument que pour les jeunes enseignants, c'est irrémédiable. Voilà. Il y a un engrenage. Le jeune que l'on a en face ne voudra pas perdre la face. Il n'y a rien à faire. Et l'enseignant ne voudra pas perdre la face. Et donc l'engrenage est enclenché et l'enseignant est toujours perdant. Hein, quand même. Donc il faut que personne ne perde la face. Dans cet engrenage-là, oui, tout à fait. Donc il y a une autre façon de désamorcer ce genre de confrontation, c'est-à-dire que voilà, il faut prendre la part tranquillement. Il faut apaiser les choses. À la sortie du cours, on verra le problème, on verra la sortie. T'affole pas, je t'ai entendu, mais c'est pas le lieu et c'est pas le moment de régler le problème. Et Donc, ça se passe quand on sort des limites, quand on outrepasse les règles. Quand on outrepasse les règles, voilà, quand l'élève outrepasse les règles, c'est toute la difficulté de continuer. On ne peut pas. Le problème du professeur, entre autres, il est extrêmement difficile parce que sur une classe de 30, il y en a 29 qui attendent. Si vous réglez un problème avec un seul élève et que vous perdez 10 minutes et que ça se finisse mal, voilà, que fait-on les 29 autres sont là, ça ne nous concerne pas. Donc, tout le problème est de savoir à un moment donné si ça c'est une perception, c'est un peu c'est vraiment l'expérience. Si l'élève va attendre la fin du cours pour pouvoir, encore une fois, prendre du temps avec le professeur et régler le problème, ou s'il y a une tension telle qu'il faudra ou le faire sortir, mais on ne peut pas régler le problème. Dans les quelques cas où vous avez eu affaire à des élèves comme ça qui transgressaient de façon significative les choses, avec l'expérience, qu'est-ce qui a évolué dans votre réponse? Entre ces débuts où vous disiez je pouvais être pris dans l'engrenage, etc., et maintenant, il y a des choses qui ont bougé? Ah oui, il y a des choses qui ont énormément bougé. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignant, j'arrive à percevoir qu'il y a un problème et de suite, on met les conditions pour que l'engrenage ne commence pas. Vous percevez plus tôt? Ah oui, on perçoit plutôt que voilà, il arrive avec une rancœur, il y a eu un problème qui n'a pas été réglé, etc. Donc on voit vraiment en avance. Ça veut dire qu'il faut être observateur? Ah, très. C'est l'essentiel du métier. Et parfois, vous avez des classes, ça y est, on sent qu'il y a eu quelque chose. On sent qu'il y a un gros problème, soit entre eux, soit dans la matière qui vient de sortir, soit le devoir n'a pas été... D'entrée, ça y est, on sent qu'il y a de l'électricité en l'air, il y a une tension. Donc là, on se dit, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, très rapidement, on voit un petit groupe de 2 ou 3 discuter, un qui est triste, l'autre qui a pleuré, peut-être. Alors, vous faites quoi, là? Là, on baisse. C'est-à-dire que là, c'est plutôt que de rentrer comme un sportif, on y va, Alors voilà, on fait le contraire. Enfin, moi, je fais le contraire. C'est-à-dire, on apaise,
on prend le temps, on va voir chaque élève, voilà, on essaie de, voilà, là on fait plutôt entre guillemets, le papa poule, quoi. C'est-à-dire qu'on on essaie de renouer, et de faire baisser et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Renouer, Renouer, c'est-à-dire quelque chose renouer parce que j'ai l'impression ils ont perdu le fil. Ils sont dans une autre, voilà, il y a quelque chose qui les tracasse et ça tracasse toute la classe. Donc, dans les rangs, par exemple, le temps qu'ils se mettent en rang ou autre, ou même quand ils montent, je discute avec l'un, avec l'autre. Tiens, t'as de super chaussures. Très souvent, je les félicite sur leur vêtements ou autre. Enfin, voilà, c'est le fait de. On parle de toute autre chose. On n'est plus dans l'attention, on n'est plus dans tout ce qui les tracasse. Et bien, ça leur permet tout d'un coup de. On relativise. Et alors, ce que je fais quand il y a vraiment un souci, parce que ça arrive souvent, hein, je leur dis bon, je sens qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un, les délégués, vous pourriez me dire ce qui se passe? Je sentis que. Voilà. Et alors on commence. Et ce qu'il y a d'intéressant, il faut absolument ne pas avoir peur de. C'est pas d'une perte de temps. Moi, il m'est arrivé de passer une demi-heure, trois quarts d'heure à ne pas faire le cours. Ça m'arrive. Et de parler de toute autre chose que du cours. Il y a eu un problème. Il y a des rancœurs, il y a des ceci, il y a cela. On parle, on essaie de. On ne fait pas cours. On ne fait pas cours, on parle de toute autre chose. Et ça, je crois qu'il leur faut ce moment où l'adulte les écoute d'abord et prend en considération des choses qui n'ont rien à voir à alors, l'enseignement. votre rôle, c'est quoi à ce moment-là? Alors, le rôle, il n'est plus enseignant. Il n'est plus d'enseignant? Non, c'est l'éducateur. Parce qu'on ne peut pas tout régler en cours, c'est pas possible. Donc, je vois beaucoup d'élèves en dehors du cours. On ne peut pas tout régler en cours. Non, c'est impossible. Moi, j'ai vu l'évolution qui. Quand j'ai débuté surveillant, j'avais des adultes en face de moi. Et moi on n'avait pas un écart énorme, voilà, quoi, j'avais de vrais adultes. C'était pas évident, quoi, hein. Mais des gens qui assumaient, quoi, qui n'étaient pas beaucoup plus turbulents que ceux qu'ils sont. Hein. Ah, ils étaient plus rudes, hein. Pour moi, ils étaient beaucoup plus rudes, hein. Mais qui assumaient totalement ce qu'ils faisaient. Voilà, c'était comme ça, quoi, de jeunes adultes qui prenaient des responsabilités, d'ailleurs, en dehors de l'école, hein, qui est vraiment. Et d'année en année, alors personnellement, mais j'en discute avec pas mal de collègues, nous on a vu, me semble-t-il, l'évolution au milieu des années 90, mais très rapide. Et on en discute souvent, et on a à peu près la même vision, c'est que tous les 2 ou 3 ans, on a des changements d'attitude. Alors, alors immaturité sur tous les plans, quoi. En terminale, quoi, bon, on les voit faire, ils se font prendre en flagrant délit, non, c'est pas moi. Voilà. Un élève cette année, hein, je connais un élève qui était vraiment, comment dirais-je, pour vous donner une idée. Oui, n'hésitez pas je vais expliquer. Oui. Je passe un documentaire en euro-espagnol, puisque je fais de l'euro-espagnol. Je passe un documentaire vraiment terrible et très profond et très sur la guerre d'Espagne. Donc la guerre d'Espagne, c'est quelque chose quand même de. Et 2 terminales, une fille et un garçon, qui toute l'heure en train de se pincer, de se chamailler comme des petits quatrièmes. Bon, et encore, mes quatrièmes ne font pas ça. Donc, alors comme ils avaient déjà eu une attitude puérile, comme je l'avais dit dans les cours avant, je le colle, je lui mets une retenue. Alors 2, mais à lui, donc, une retenue de 4 heures, etc. Il pleure. C'est un terminal qui, devant ses camarades, en pleine classe, s'est mis à pleurer parce qu'il a été mis en retenue. Jamais j'aurais pensé qu'un élève terminal aurait pu pleurer parce qu'il avait pris 4 heures de retenue, quoi. Enfin, c'est inimaginable. Et alors, votre réaction? Ah ben, je déconcerté d'abord. Je dis, mais c'est incroyable que tu puisses pleurer. Tu as le droit de vote. Tu as le permis de conduire. Tu es un citoyen à part entière. Et parce que tu as pris 4 heures de retenue, tu te mets à pleurer. J'ai dit, mais tu te rends compte? Et voilà, je l'ai sermonné, c'est le cas de le dire, c'est un sermon. Et sa réaction à lui, après le sermon? Alors voilà, il a boudé pendant. Oui, tout à fait, c'est le terme. Il a boudé pendant 3 mois. Et on commence à relier renouer une relation de prof à élève à peu près normale. Mais il a fallu attendre 3 à 4 mois pour que ce côté. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, voilà quoi.
tu vas affronter des choses beaucoup plus rudes que 4 heures de retenue dans ta vie. Et est-ce que c'est lié à ce que vous disiez, vraiment dans l'animation de votre cours, sur le fait que de collaborer, le fait de participer au sens fort du mot, vous avez senti qu'ils, par exemple, ils étaient moins dans cette idée d'un enjeu collectif autour de votre cours ou pas? Voilà, je pense qu'ils n'ont pas cette notion d'enjeu collectif, et en même temps, je pense que c'est le centre d'intérêt s'est déplacé en fait. Ah. Le centre d'intérêt s'est déplacé. Alors c'est un peu complexe, mais le centre d'intérêt s'est déplacé parce que à l'école on venait parce qu'il y avait des choses à partager ensemble. Il y avait des choses énormément. Il y avait du enseignement et tout ça, mais c'était obligatoire. Mais en même temps, pour eux, il y avait quelque chose à partager en commun. Maintenant, ils le partagent seuls, ils le partagent individuellement. C'est quand même la société qui est devenue individualiste, et puis ils ont leur ordinateur, ils ont leur smartphone, enfin ils ont tout ce qu'ils veulent, et voilà, il n'y a plus le côté je viens à l'école pour partager quelque chose avec un intérêt extraordinaire, quoi, avec mes camarades. Quoi. Ça, voilà. Il n'y a plus ce côté aventure commune. Aventure. Il n'y a plus ce côté aventure. Il y avait une aventure commune. Et ils ont envie de découvrir le monde? Je ne sais pas. Je ne veux pas répondre à cette question. Soit ils sont pas expansifs de ce côté-là, ils ont peut-être peur de se mettre en avant, mais je les trouve plutôt, oui, très énigmatiques, en fait. Énigmatiques. Je peux pas. On a de plus en plus d'élèves énigmatiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, mes collègues et moi-même, on n'arrive pas, par exemple, à cerner, à voir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est leur moteur, ce qui les fait avancer. Et parfois, même moi le premier, je vais au-devant, je les brusque. Hein. Je leur dis, mais quand même, quoi, on ne peut pas végéter, quoi, ça, la vie est pas... C'est des mystères. Ah, ce sont des mystères. Moi, je pense que voilà. Plus qu'avant. Voilà. La classe et l'individu étaient plus lisibles avant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'ailleurs, moi je le dis souvent, et même ce sont des expressions qui reviennent souvent au conseil de classe. Je peux rien dire sur cet élève, je n'arrive pas à voir qui j'ai en face. Voilà, on n'arrive pas à les cerner, on n'arrive pas à avoir leur motivation, ce qui va la lisibilité est de plus en plus difficile. En fait. C'est pas le problème de résister. Moi j'ai eu des élèves qui résistaient dans mes premières années, mais ils résistaient dans un échange, c'est-à-dire non, mais j'argumente et voilà. Je m'oppose. Voilà, je m'oppose, mais je sais pourquoi. Et ils ne s'opposent pas aujourd'hui. C'est ce qui est terrible. Hein. Ils ne s'opposent à rien. Hein.